Bonjour, c'est Christophe Gans, le réalisateur de Retour à Silent Hill pour Cinéma Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour à tous, cette semaine on a la chance d'accueillir Christophe Gans, réalisateur de Retour à Silent Hill. Alors avant tout, Christophe, comment vous allez ? Je vais bien, je déboule là de Toulouse où vient d'avoir lieu une grosse avant-première du film, voilà, en présence de plein de fans. Super. Vraiment, la salle était comble, il y avait une C'est bonne bien énergie. passé. Ouais, super. Je vous propose de commencer en parlant des origines de ce film. Il y a 20 ans, en 2006, alors moi j'avais 3 ans, Voilà. et vous sortiez le premier Silent Hill. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir à Silent Hill 20 ans après ? En fait, dès le film de 2006, on s'était posé la question avec mon producteur, Samuel Adida, de porter à l'écran en fait le deuxième jeu. Puisqu'à l'époque, quand on a commencé à imaginer une adaptation cinématographique de Silent Hill, les 4 premiers jeux en fait étaient déjà sortis. Et donc, le 2 était déjà considéré comme le meilleur des 4 et comme un classique en fait du jeu adulte et du survival horror. Et on s'est penché donc un moment sur l'idée de transposer le 2, puis on s'est rendu compte que c'était quand même assez difficile. Parce qu'en 2006, le cinéma d'horreur, c'était massivement des films avec des jumpscares. Il y avait aussi des found footage, des torture porn. Il n'y avait rien qui se rapprochait en fait de ce qu'on essayait de faire avec Silent Hill, c'est-à-dire une espèce de film qui se situe dans une ville, dans une dimension parallèle. C'était quelque chose qui était pas courant. Et on s'est dit, il vaut mieux adapter le premier. Comme ça, on va dépeindre le cadre de cette ville. On va mettre tous nos efforts sur la description de la ville. Et puis, peut-être qu'un jour plus tard, on fera le 2. Parce que le 2 a une dimension psychologique beaucoup plus importante. Et c'est surtout un film qui est vu entièrement par les yeux de son personnage principal, qui parfois hallucine. Donc, se dire qu'il fallait faire passer la pilule d'une ville qui change d'apparence, plus le fait que le personnage central est un peu déréglé, pour nous, à l'époque, on s'est dit c'est un trop gros morceau à bouffer. Donc, on a fait le premier. Mais moi, j'ai gardé dans ma tête l'idée un jour, peut-être, que je ferai le second. D'accord. Voilà. Et justement, quand vous faites le premier, alors vous adaptez l'univers de Silent Hill, mais vous mélangez des trucs des plusieurs jeux. Oui, absolument. Absolument. Et notamment, je prends 2 créatures absolument mythiques du deuxième jeu, qui sont Pyramid Head, espèce d'exécuteur coiffé d'un casque en forme de pyramide, et les infirmières. Ouais. Mais en fait, comme je disais bien, les 4 premiers jeux sont déjà sortis à l'époque où je me lance dans l'adaptation cinématographique, et Pyramid Head et les infirmières sont déjà devenus les totems en fait de Silent Hill. C'est-à-dire que c'est des icônes. Et si je les avais pas mis dans le premier, je pense que beaucoup de gens auraient été déçus. Oui. En même temps, c'est vrai que certains fans m'ont fait le reproche de sortir ces 2 créatures du contexte de Silent Hill 2 pour les mettre dans une histoire adaptée de Silent Hill 1. Et ils avaient raison quelque part, parce que ces créatures, en fait, ont une résonance, une signification extrêmement précise dans le récit de Silent Hill 2. Donc, elles étaient un peu comme ça, voilà, c'était des guest stars, en fait, dans le premier. Mais aujourd'hui, dans ce film-là, évidemment, elles retrouvent leur vraie place et leur vraie signification. Mais justement, quand vous adaptez directement l'histoire de Silent Hill 2, Mhm. c'est-à-dire que là, c'est un vrai travail d'adaptation de l'histoire claire du jeu. Tout à fait. Est-ce que du coup, c'est un défi différent pour vous ? C'est un défi complètement différent. D'abord parce qu'il y a 20 ans qui a passé et que ce jeu qui était un jeu en fait assez un peu obscur, quoi. C'est-à-dire que les gens entendaient parler de Silent Hill, le fameux jeu qui faisait peur, mais finalement assez peu de gens y avaient joué. J'en veux pour preuve le fait que juste quand j'avais fait une masterclass à la Fnac, il y avait des gens de Sony qui étaient passés et ils m'avaient posé une colle. Ils m'avaient dit, est-ce que vous savez combien exactement de galettes du premier Silent Hill sur PS1 on a tiré? Alors, je sais pas, quelques milliers, 300. Donc, en gros, bon, le premier film avait réussi à faire 1 million d'entrées en France, mais il n'y avait pas 1 million de gens qui avaient joué à Silent Hill. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, l'appellation, le trademark, comme on dit, Silent Hill avait dépassé en fait largement la communauté de joueurs qui avaient pu jouer au jeu.
Parce qu'on peut imaginer qu'il y avait 3 joueurs qui avaient joué par galette, quoi. Donc il y avait 1 millier de personnes qui avaient joué au premier Silent Hill. Donc c'était en fait assez tu vois, un petit phénomène, en fait, un épiphénomène. Maintenant, entre-temps, c'est devenu un grand truc. Et puis l'univers des jeux vidéo a pris une place prépondérante. Et donc, c'est tout à fait un autre calibre aujourd'hui que le milieu des jeux vidéo et les fans. Je veux dire, ils savent aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus puissants, en fait, que le cinéma. Bien sûr. Et en parlant de quelque chose qui fera plaisir aux fans, à la musique du film, on retrouve donc le compositeur japonais Akira Yamaoka, qui a fait la musique de la quasi-totalité des jeux Silent Hill. Oui. En quelle mesure c'était important pour vous de l'avoir sur la bande originale de votre film ? C'est simple, c'était quasiment un deal breaker à l'époque où j'ai fait le premier. J'ai dit, si la musique n'est pas une musique d'Akira Yamaoka, je renonce au film. Je ne peux pas le faire. Parce qu'en fait, le son du film... Parce que Yamaoka était à la fois le compositeur de la musique et le sound designer des jeux, des 4 premiers jeux. Et je disais, si on se passe de cette musique, on n'y arrivera pas. Les gens ne retrouveront pas en fait l'atmosphère extrêmement particulière de Silent Hill. Pour moi, je veux dire, ce que fait Yamaoka, c'est pas seulement le son de Silent Hill, c'est un peu l'âme de Silent Hill. Il y a à l'intérieur de sa musique, assez étrange, un peu trip-hop comme ça, un peu musique concrète et tout. Il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier de l'âme en fait du jeu. Quelque chose qui est presque sa spiritualité. Donc il était hors de question de s'en passer, et ça a été pareil pour celui-là. Et en plus, entre-temps, moi j'ai évidemment rencontré Yamaoka en 2006, et puis finalement, là, on était très contents de se retrouver l'un et l'autre, et puis de travailler ensemble sur celui-là, quoi. Et en parlant de l'âme du jeu, comment est-ce qu'on prend une mise en scène typiquement jeu vidéo ludique pour en faire vraiment un objet de cinéma, une mise en scène de cinéma ? Comment est-ce qu'on s'adapte à ça ? Ben, je te dirais que c'est pas incompatible. Ce qui est problématique, c'est en fait le problème lié à la durée, en fait. Un jeu comme Silent Hill 2, ça prend entre 12 et 15 heures pour en venir à bout. Et moi, je raconte une histoire en dessous de 2 heures, quoi. Donc, par exemple, ce que j'ai fait la première fois, c'est que j'ai couché sur le papier absolument toute l'histoire du jeu. Et ça faisait à peu près un script de 400 pages. Donc 400 minutes, on va dire. Donc c'était une mini-série, en fait. C'était pas un film, c'était une mini-série. Et donc je me suis dit, bon, bah, on pourra pas y arriver. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire de Silent Hill 2 comme si je la pitchais à quelqu'un qui n'avait jamais joué au jeu. Et donc je me suis enregistré en train de dire, voilà l'histoire de Silent Hill 2. Et très naturellement, il y a eu des choses que j'ai écartées, des choses que j'ai gardées, etc., pour pouvoir raconter quelque chose qui fasse sens, quoi. Ouais. Et c'est à partir de ce pitch, en quelque sorte, que j'ai écrit le scénario qui faisait 100 pages. Donc 4 fois moins que le scénario du jeu. Mais du coup, en faisant ça, en résumant un peu l'histoire du jeu, il y a des choses qui passent à la trappe. Alors, c'est pas tout à fait un résumé. Il y a Oui. des choses, c'est un choix, en fait. Oui. Disons que le récit est balisé d'une certaine manière. Tout comme d'ailleurs j'ai ajouté des éléments, parce que autant dans le jeu c'est facile de se passer de savoir qui est Marie, c'est-à-dire qu'elle est juste un but qu'on poursuit, voilà, c'est la femme que le héros a aimée, le héros que nous on joue, donc l'enveloppe qu'on se met à habiter et dans lequel on transfère nos émotions, nos propres affects, etc. Mais simplement dans le film c'était impossible de pas montrer Marie, quoi. Oui, bien sûr. Sans Marie il n'y a pas de film, quoi. Donc, si tu veux, c'est plus que simplement dire je choisis quelques scènes et j'en abandonne d'autres. Il fallait aussi inventer des choses. Donc, je dis bien, c'est une adaptation. Et c'est une adaptation, évidemment, qui tient compte de ce que j'ai compris, moi, en jouant du jeu. En jouant au jeu. Parce que le jeu est assez cryptique, en fait. Je ne sais pas si tu as joué. Oui. Bon. On peut un peu imaginer ce qu'on veut. Oui. Et d'ailleurs, il y a plein de fans qui se livrent une guerre sans merci pour dire que leur interprétation du jeu est la plus sensée ou la plus logique. C'est un peu comme la série Lost. Si tu veux. Il y a eu un moment, après la 3e saison dans Lost, où les mecs se déchaînaient sur les forums parce qu'il y en avait qui disaient « Non, moi j'ai compris ça, c'est ça que ça va être ». Et d'ailleurs, les scénaristes lisaient les forums parce qu'ils étaient obligés, en quelque sorte, de réactualiser leurs propres idées en fonction du débat qu'il y avait entre les fans. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que y a des fois où j'ai gardé ma propre interprétation, par exemple, de certains événements, de certains passages dans le jeu, et puis il y a d'autres fois où en lisant les forums, je me suis dit, ben les fans ont une meilleure idée en fait que celle que j'ai.
Mais en fait, c'est un jeu qui se prête à toutes les interprétations. Et il fallait quelque part que le film soit plus lisible, mais qu'en même temps, on puisse l'interpréter aussi à sa façon. Donc il y a des choses, par exemple, dans le film que j'ai pas essayé d'expliquer. Il y a des choses que je laisse, voilà, parce que je trouve intéressant précisément qu'on les laisse un peu à la sagacité du public. Par exemple, la fameuse lettre. Oui. Est-ce que cette lettre, il l'a vraiment reçue juste avant de repartir pour Silent Hill, ou est-ce que c'est pas la lettre qu'il a oublié qu'il avait reçue et qui lui a permis de retourner à Silent Hill la première fois pour retrouver sa femme après qu'il l'ait quitté? Il y a un timeline là sur lequel on peut se poser une question. Et c'est aussi dans le jeu, cette interrogation. Donc bon, là, il y a des choses comme ça où je me suis dit, bon, laissons les choses libres à l'interprétation, et d'autres trucs sur lesquels j'ai été obligé d'être un peu plus clair, notamment le héros, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, par exemple. Dans le jeu, bon, on ne sait pas qui il est, vraiment. Moi, j'en ai fait un artiste parce que je trouvais que si à partir du moment où on comprend qu'une partie de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, c'est une hallucination qu'il a lui-même créée, donc je me suis dit, il doit être forcément un peu artiste parce que son hallucination, elle est sacrément artistique. Donc voilà, et donc j'en ai fait un peintre, par exemple. Et c'est des jeux qui sont très connus pour leurs multiples fins. Est-ce que ça a Oui. été difficile de choisir Non, une fin? bah non, en fait, très, très, très sottement, j'ai choisi la première fin sur laquelle je suis tombé, la première fois que j'y ai joué. Donc, la fin du lac. La plus connue, finalement. Voilà, qui est la plus connue et à mon avis la plus belle. Hein. J'ai fini par en rejouant, obtenir deux des autres fins, mais il y en a une qui est complètement parodique. Il y en a une où il y a des extraterrestres. Il y en a une avec un petit chien. Avec aussi, le husky. Oui, avec le husky. Ouais, donc ça, c'est pas possible, quoi, tu vois. Mais heureusement, la fin du lac, qui est, à mon avis, la vraie fin officielle et celle que j'avais hâte de retranscrire. D'autant plus que, si tu connais mon travail, j'ai fait le tout premier film que j'ai fait s'appelle Necronomicon, et dans lequel il y avait un sketch. Et dans ce sketch, il y a une scène qui préfigure la fin de Silent Hill. C'est un film que j'ai tourné bien avant que Silent Hill 2 ait été fait. Et il y a exactement cette fin-là. Donc c'est curieux, c'est un truc du hasard pur. On y retourne. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai tourné la fin de Silent Hill 2, celle du lac, je me suis rendu compte brusquement que j'avais déjà tourné ça, à une époque où le jeu n'existait pas. C'était une prémonition, peut-être. Exactement. Et je crois à ça. Je crois à ces hasards étranges parce que c'est vrai que c'est un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, dans lequel j'ai adoré me plonger, et peut-être qui correspond en fait à une forme de romantisme noir que j'aime, que j'affectionne, si tu veux, dans mes films. Ouais. Moi qui suis un amateur de Edgar Allan Poe, et tu vois, de ce genre de littérature, de Lovecraft et tout ça, il y a quelque chose dans Silent Hill, en fait, qui flatte, en fait, cet amour que j'ai pour la littérature fantastique romantique. On va un petit peu sortir de Silent Hill. J'aimerais qu'on parle de cinéma de genre. Parce que depuis quelques années, le cinéma de genre en France, il semble enfin trouver une vraie reconnaissance avec des films comme Le règne animal, Vermine ou La nuée. Des films qui marchent et qui sont enfin reconnus. En tant que cinéaste qui a longtemps défendu le cinéma de genre, comment est-ce que vous regardez un peu cette évolution de la manière dont on voit le cinéma de genre en France? Écoute, je trouve ça bien, évidemment. Après, je veux dire, je prends les films en fonction de la façon dont je les regarde en tant que spectateur, si tu veux. J'aime beaucoup Vermine, par exemple, que je trouve être un vrai popcorn movie chouette, quoi. Vraiment un film du samedi soir que tu vas voir pour avoir la trouille, quoi. Je trouve que c'est un film bien fait, je trouve que c'est un film qui m'a vraiment satisfait. Un film fantastique français que j'ai vu récemment, que j'ai beaucoup aimé, c'est The Substance. Oui. Voilà, qui est vraiment un film étonnant. Je sais qu'il y a eu une grosse polémique dessus, mais moi, personnellement, j'ai adoré le film, et surtout, j'ai adoré la clarté de son discours. Je trouve que la première heure, c'est un modèle d'écriture. Je trouve que la façon dont elle met en scène et elle campe la problématique du film est vraiment remarquable. Voilà, donc oui, pour moi, les films fantastiques français, ça fait partie aujourd'hui de mon quotidien. Récemment, j'ai vu L'homme qui rétrécit, de mon pote Yann Kounen, que je trouve très, 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 très bien réalisé. Voilà. Non, c'est bien, c'est super bien. Maintenant, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu touffu, quoi. C'est-à-dire que on sent pas un courant général. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, je trouve qu'il y a le dernier courant de cinéma fantastique que moi j'interprète réellement comme un courant, c'est les productions A24. C'est-à-dire Midsommar, Hereditary, The Witch
It Follows, plus récemment Bring Her Back, Substitution. Oui. Voilà, ça pour moi, alors là par contre ça compose une vague de films d'horreur que je mets vraiment à un très haut niveau et qui sont les films d'horreur que je préfère. Et là on sent qu'il y a une cohésion dans la façon dont ces films sont faits et dans la façon dont ils essayent de sophistiquer en fait le discours du cinéma d'horreur. Et malgré le fait que le cinéma fantastique en France il ressurgisse un peu, on a quand même très peu de réalisateurs français qui osent s'attaquer à des adaptations de jeux vidéo. En fait, moi j'en ai que 3 en tête, vous avec Silent Hill, Xavier Jeance avec Hitman et Mathieu Turi qui va prochainement réaliser Watch Dogs. Est-ce que vous pensez que en France, les producteurs français ont encore du mal à faire confiance à des adaptations de jeux vidéo alors que la France est un marché très très populaire dans le jeu vidéo? D'abord, je crois que Watch Dogs c'est pas un film français. Non, mais comme c'est Mathieu. Mais Turi, Mathieu je est parle, français, oui, je réalisateur français. connais Mathieu, donc voilà. Il était une des premières personnes que j'ai invité à voir justement Silent Hill, le retour à Silent Hill. Mais oui, je sais pas. Moi, autant je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à voir du côté des réalisateurs français. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui assument d'être vraiment des réalisateurs de genre et qui aiment ça, etc. Autant je trouve que les producteurs en France restent extrêmement timorés, quoi. Je trouve qu'ils veulent prendre aucun risque. Ils sont toujours à la recherche du coup de la comédie qui va faire un carton et qu'on fait pour 0 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Moi, je pense que oui, il y a des réalisateurs, il y a une envie qui est énorme qu'on trouve aussi dans les écoles de cinéma. Les écoles de cinéma, les gens ont vraiment envie de faire du cinéma de genre. Mais j'ai pas l'impression que les producteurs soient prêts vraiment à se précipiter là-dedans. Enfin, des producteurs en France, en tout cas. Je pense que c'est plus des producteurs comme les producteurs américains, anglo-saxons qui ont envie d'y aller parce qu'ils savent que par rapport à l'investissement de départ, tu peux encore faire des belles galipettes avec un film d'horreur. Il y a un public très, très organisé et tout ça qui attend les films et tout. Mais en France, j'ai bien peur qu'on soit définitivement l'empire de la comédie, quoi. Et pour ce qui est des adaptations de jeux vidéo, depuis 2006, votre film Silent Hill, il est quand même très régulièrement cité comme une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Est-ce que vous avez eu une vraie évolution dans la façon dont on adapte les jeux vidéo au cinéma? Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué en bien ou en mal dernièrement, des récents? Moi, celui qui m'a marqué, que je trouve la plus belle adaptation d'un jeu vidéo que j'ai vu récemment, c'est Arcane, League of Legends, le film la série d'animation. Ça, c'est absolument magnifique, hein. Ça, c'est vraiment un travail extraordinaire. Je trouve que la série se hisse au niveau du jeu et il y a une espèce de compagnonnage entre la série et le jeu, une espèce de gagnant-gagnant qui est assez étonnant en fait. Ouais. C'est de loin l'adaptation la plus réussie d'un jeu vidéo que j'ai vu récemment. Est-ce que vous avez vu Exit 8? Non, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Ouais, moi je trouve que c'était vachement bien. C'est une de mes adaptations. Non, le film j'ai voulu le voir et puis le film est passé vite. Ouais. Toujours pareil. Mais je le verrai, évidemment, je le verrai. Et je sais que vous êtes un grand gamer. Je me dis, est-ce qu'il y a un jeu vidéo que vous avez joué récemment dont vous voudrez parler? Récemment, j'ai pas pu jouer beaucoup aux jeux vidéo puisque sûr. j'ai été quand même absorbé par ça. Mais après, il y a chaque fois qu'on me demande quel est votre jeu vidéo favori, je dis à chaque fois BioShock. Voilà, qui reste pour moi le plus grand jeu auquel j'ai jamais joué. Parce qu'en fait, c'est le jeu où le flux du jeu, du gameplay n'est jamais interrompu, alors qu'on est en train de nous servir une des histoires les plus complexes et les plus incroyables qui a jamais été écrite pour un jeu vidéo. Je trouve que ça, c'est une performance absolument incroyable, parce qu'on ne cesse de jouer. Il n'y a pas de cinématique qui brusquement nous tartine un truc à comprendre pendant des dizaines de minutes. Non, il n'y a pas ça du tout. Et pourtant, l'histoire est absolument une des plus complexes jamais mises dans un jeu vidéo. Et en même temps, c'est un jeu d'action absolument époustouflant. Pour moi, c'est la grande réussite des jeux vidéo. Mais après, je peux citer plein de jeux extraordinaires comme Last of Us, spécialement la deuxième partie, qui est vraiment, alors là, un jeu qui remet complètement notre moralité de joueur à l'épreuve, qui la met à l'épreuve, mais d'une manière qui est totalement inattendue et totalement inoubliable, hein. C'est un très très grand jeu, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'adaptation? Moi, l'adaptation, j'ai pas dépassé le 3e épisode, okay. Où il y a 2 mecs qui se disputent pour savoir qui va passer la tondeuse à gazon. J'ai pas dépassé ce stade-là. D'accord.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'en fait, il prenait l'argument de Last of Us pour en faire une espèce de délire woke qui ne m'intéresse pas. Et est-ce que vous avez joué à Silent Hill F? Pas encore, parce que justement, il est sur la pile des jeux auxquels je dois jouer, parce que j'ai des piles comme ça. Et puis, je sais que récemment, dans ma pile, j'ai ajouté Hell is Us, j'ai ajouté Chronos et tout ça, tu vois, des jeux auxquels j'ai hâte de m'y mettre. Évidemment, Expédition 33, Oui. Il est sur la pile. Mais juste là, j'avais la tête dans le guidon avec ce qui se passait sur Retour à Silent Hill, donc j'ai pas pu. Donc et puis quand je commence un jeu, je le finis quoi. Oui. J'aime pas l'interrompre, donc en fait je préfère rejouer. Donc je sais que quand j'avais envie de jouer, je me refaisais un chapitre de BioShock en mode super difficile, ou je me refaisais un passage de World War Z. Okay. Tu vois, vraiment juste pour garder la forme quoi. Mais j'ai évité de commencer un nouveau jeu que je n'aurais pas pu finir à cause de mes obligations. Voilà. Il y a une question qu'il faut absolument que je vous pose, qui est en rapport avec le premier film Silent Hill, donc on y revient. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une question sur Internet à propos du premier film Silent Hill qui revient perpétuellement dans les discussions. Ça vient notamment du vidéaste Karim Debache, qui avait consacré une vidéo au film et qui n'arrivait pas à comprendre le sens du tout dernier plan de celui-ci. Avec le buisson. Donc, ouais, c'est ça. Oui, on m'a posé à nouveau la question. En fait, tu sais, je voulais exprimer quelque chose qui relève de la mélancolie. C'est-à-dire, on s'aperçoit à la fin que Rose et sa fille, Sharon, restent en fait bloquées dans la dimension du brouillard. Et que leur mari et père, qui attend, joué par Sean Bean, lui, il est coincé dans la dimension réelle et il attend, et il les attendra sans doute à jamais. Et ils vivront côte à côte, en fait, dans le même endroit, mais simplement dans deux dimensions parallèles. Et je trouvais que c'est une fin extrêmement mélancolique et tout ça. Et je voulais la finir comme on finit un poème japonais haïku, si tu veux. Donc, en fait, j'ai fait juste ce léger travelling latéral qui vient, en fait, finir par cadrer un buisson. Et voilà, ça finit comme ça. Et c'est ce qui m'est venu sur le coup quand j'ai fait la fin. Et j'aurais pu ne pas bouger la caméra, je l'ai bougé. Et je sais que ça a engendré brusquement un truc. Les mecs sont là. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en faisant ça? Ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'ils ont très bien compris que quand je bouge ma caméra, c'est pour une raison et pas juste pour faire joli. Mais c'est vrai que j'ai entendu tellement de gens me poser la question. C'était en fait pour moi une façon d'exprimer la mélancolie du moment. C'est-à-dire de finir sur un plan, voilà, d'un buisson, voilà, dans un jardin. C'est vrai que c'est un sujet qui franchement a déchaîné les passions. C'est-à-dire que quand on regarde les critiques sur Internet, ils parlent tous du buisson. Oui, mais parce que c'est devenu un truc, quoi. C'est-à-dire c'est devenu un truc sur lequel on réfléchit, mais avec lequel on s'amuse. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire que ça fonctionne comme ça, en fait. À partir du moment où c'est des passionnés, ils se posent des questions des fois, et puis ça finit par devenir presque grotesque, mais ils le savent. Mais vous, ça vous plaît qu'il y ait eu cet engouement sur non, le buisson? Moi, je me souviens pourquoi je l'ai fait. Ça conclut le film, mais je pensais pas en le faisant que ça allait déchaîner autant de passion. Mais je te dirais que ce qui me fait plaisir, c'est que les gens, du coup, regardent attentivement ce que je fais sur le premier Silent Hill et ils essayent d'interpréter tout. Et c'est cool. C'est cool parce que la chose qui est toujours la plus terrible, et je crois que tous les créateurs le disent quelque part, c'est l'indifférence. Donc là, ça exprime tout sauf l'indifférence, quoi. Voilà, les gens disent, mon Dieu, mais ce foutu buisson, il veut dire quoi? Mais voilà, mais je trouve ça sympa, quoi. Vous venez de répondre à une question que je me pose depuis une dizaine d'années. Ah dis donc, ça t'enlève un gros poids les épaules. Mais là, je me sens libéré. Bah oui, non, mais je comprends très bien. Mais moi aussi, j'ai eu comme ça des trucs qui m'interpellent et qui finissent par m'obséder, et je sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça dans des films très importants. Je me dis, mais pourquoi il a fait ça à ce moment-là, etc. Et effectivement, au bout d'un moment, ça devient obsessionnel. On se met à fonctionner vraiment sur un point de détail. Mais bon. Il y a des films comme ça qui vous ont Il y a des films, des jeux vidéo, ou même par exemple des conclusions de musique, tu vois, où on entend par exemple une porte se fermer dans une musique. Je me dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi on entend une porte qui se referme? Alors je regarde les paroles, j'essaie de comprendre. Il n'y a rien qui suggère ça, mais je pense que le mec, à un moment donné, il a dit, la musique se termine, on va entendre une porte qui se ferme. Et
donc, chaque fois que j'écoute, je fais ah oui, il y a la porte qui se ferme là. Ça, c'est quand même un drôle de truc. Mais je crois, c'est ce qu'on appelle une licence poétique. Je crois que les créateurs ont le droit aux licences poétiques. Et est-ce que après retour à Silent Hill, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de projets futurs? J'ai plusieurs projets, etc. Notamment parmi les projets, il y a effectivement une adaptation de Project Zero, Fatal Frame. J'aime pas trop le titre Project Zero, c'est le titre en France, mais je préfère le titre américain, Fatal Frame. Moi, du coup, j'ai réussi à identifier Project Zero. Ouais. Mais voilà, donc, parce que le jeu s'appelait Zero à l'origine en japonais, mais il faisait référence à la pellicule qu'il y a dans l'appareil photo qui permet de photographier les fantômes. Ça, c'est le caméra obscura. Voilà, donc c'est l'explication de Zero. Mais oui, il y a celui-là, mais j'en ai d'autres aussi. J'ai d'autres histoires que j'aimerais porter à l'écran, etc. Mais celui-là, voilà, c'est assez avancé. On a commencé à avoir des discussions avec Tecmo, qui est la boîte de développeurs qui a développé le jeu. On va voir comment tout ça évolue. Tu sais, on ne sait jamais. Hein, comment les choses évoluent dans le cinéma. Tu sais, tu lances des projets, des trucs où tu te dis ça va le faire, c'est impossible que ce truc. Et puis des fois, c'est pas ça qui finalement est produit, quoi. C'est très irrationnel parfois, parce que franchement, il y avait des projets où je me disais c'était impossible qu'ils ne se fassent pas, et puis finalement ils ne se sont pas faits. Et tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. Et puis des choses où tu disais ça va intéresser personne, puis poup, ça part. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne fais pas de plan sur la comète, mais oui, j'ai plusieurs scripts qui sont prêts à partir. On termine toujours avec la même question dans TCS. Quelle est la dernière découverte ciné que vous avez fait en salle ou chez vous que vous aimeriez recommander? Je crois que les gens qui me suivent un peu, ils savent ce que je vais répondre. RRR de Rajamouli, qui est c'est un film indien, un film d'aventure, la chose la plus sidérante que j'ai vue depuis des années. Le mec, il combine les qualités d'un Steven Spielberg et d'un James Cameron, et il fait un film d'aventure comme on n'en a pas vu depuis absolument des années. C'est un moment incroyable. J'ai eu l'occasion de le voir au cinéma. J'avais vaguement entendu parler de ce film. Il se trouve qu'il y a des salles ethniques autour de Paris, dans la banlieue parisienne, et notamment près du Stade de France. Et donc, je suis allé dans une salle et on s'est assis. On s'attendait à voir un film indien, certainement un peu agité et tout ça, mais on ne s'attendait pas à voir un truc pareil. C'est un des rares films indiens qui a obtenu un Oscar aussi. Oui, pour sa musique, pour sa chanson. Mais ça va bien au-delà de ça. Il y a réellement, c'est un film qui provoque la jouissance absolue des gens qui aiment le cinéma. Comme je l'ai expliqué dans un article, c'est pas un film, c'est un fantasme de film. C'est le film fantasmé ultime. Et voilà, c'est une leçon de mise en scène. Il y a 8 scènes d'action dans le film qui sont toutes absolument monstrueuses. Voilà, c'est un film que j'ai dû voir maintenant pratiquement 30 fois, et je m'en lasse pas et je le regarde en me disant voilà, c'est certainement le dernier très grand cinéaste qui est apparu récemment. Merci infiniment Christophe Gans d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Retour à Silent Hill, c'est actuellement en salle. Monsieur Gans, est-ce que vous avez un tout dernier mot? Et on finira là-dessus, je vous donne carte blanche, ce que vous voulez. Un dernier mot. Mets-moi un peu sur une piste. Je sais pas, qu'est-ce que... Voilà. Le mot que je peux dire, c'est que le cinéma aujourd'hui, il existe vraiment d'une manière très forte et très originale en Inde. Voilà. Je me suis beaucoup battu pendant ma carrière pour imposer le cinéma de Hong Kong. Et notamment la nouvelle vague, les gens comme John Woo, comme Soyark, Ringo Lam et tout ça. Et ça a été vraiment une de mes missions, parce que je ne suis pas seulement un réalisateur, je suis aussi un cinéphile. Et une de mes missions a été d'imposer ce cinéma. Et aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé dans le cinéma et qui va nous permettre d'avoir un nouveau regard sur le cinéma, et ça se passe en Inde. Donc essayez de voir des films indiens, regardez-les, vous y trouverez des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie dans un film. C'est parfait pour conclure, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Can she be late for her